Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver et je suis heureux d'être en compagnie de Nicolas Landriot, un grand directeur artistique. Nicolas, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me recevoir. Merci beaucoup. Et pour commencer cette interview, j'aimerais citer Michel Bouquet, qui pour se présenter soulignait, je le cite, « Je pense sincèrement que je suis un véritable artisan, pas un artiste. Un artisan a pour mission de créer le monde, moi non. » Et vous, Nicolas Landriot, qui êtes-vous ? C'est très drôle que vous commenciez par cette citation parce que moi-même je souligne souvent auprès de mes amis, auprès de mes clients que je ne suis pas un artiste. Je me vois plutôt comme une sorte de commercial, un commercial qui utilise le design, le graphisme pour au final vendre quelque chose. Pour vendre quelque chose. Alors on va causer, n'est-ce pas, de tout cela, mais avant d'approfondir la réflexion, quelle est selon vous votre plus belle qualité ? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous. Non, je pense que c'est globalement la même. C'est mon côté toujours très positif, toujours souriant, toujours solaire. Ça, c'est un atout qui est dans ma vie, que mon entourage apprécie et que j'apprécie chez moi et qui me réussit et en business et en personnel. Vous êtes un directeur artistique. Quelle définition ? Pour la direction artistique, la direction artistique, je dirais qu'un directeur artistique, c'est une personne qui manage toutes les équipes artistiques autour d'un projet. C'est vraiment la personne qui a la vision finale du projet, le concept en tête, et qui fait en sorte que tout le monde avance dans la même direction pour la meilleure concrétisation du projet. Nicolas Landriot, est-ce que vous dirigez l'art ou l'art vous dirige ? Je pense pas que l'un ou l'autre l'un dirige l'autre. Je m'inspire plus de l'art et non, je ne pense pas que l'art me dirige. Parce que en tant que directeur artistique, j'ai plusieurs thèmes que je voudrais aborder avec vous. Et tout d'abord, je commencerai par la direction artistique, directeur artistique, l'art et la beauté. Autrement dit, que recherchez-vous à travers votre travail? Est-ce que vous recherchez à mettre en valeur la vérité des objets ou des marques que vous représentez ou leur beauté? Alors, je cherche surtout à mettre en valeur leur valeur, ce qu'elles veulent transmettre, leur storytelling, donc toute l'histoire qu'elles veulent raconter, soit autour d'elles, soit autour de leur image, soit autour de l'image de leurs produits. C'est-à-dire, quelle définition donnez-vous de la valeur? C'est une très très bonne question. Les valeurs, je dirais que c'est des piliers que la marque défend. C'est vraiment des, je ne vais pas réutiliser le mot valeur, mais c'est des pensées qui sont propres et qui définissent la marque. Et c'est des pensées qui font que la plupart des personnes se reconnaissent dans cette marque ou non. Vous êtes le fondateur de Studio Landriot, mais je veux quand même revenir sur la beauté et la vérité, parce qu'on ne peut pas parler d'art sans beauté. Qu'est-ce que le beau pour vous ? Le beau, pour la plupart des gens, moi, je dis toujours que c'est quelque chose de subjectif. Maintenant, dans mon métier, il y a quand même des règles d'harmonie, des règles de composition d'image, voilà, des règles de couleur. Et c'est pas dans quelque chose de beau, mais c'est plutôt répondre à un brief, répondre à un cahier des charges, répondre à l'histoire qu'on veut raconter. Et je ne donne pas spécialement une définition du beau parce que on peut trouver de la beauté dans chaque chose. Mon métier, c'est plus, je dirais, est-ce qu'on raconte la bonne histoire à la bonne personne et de la bonne façon? Ça, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'on raconte la bonne histoire? Est-ce que finalement, l'histoire que vous racontez à travers la marque n'est-elle pas votre propre histoire? Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un brief, je laisse une petite partie de moi, comme tout créatif, dans son processus créatif. Maintenant, non, justement, c'est là où je fais la différence entre un artiste et un designer graphique, un directeur artistique en communication. Je suis censé raconter l'histoire de la marque et du produit et je voudrais poursuivre parce que vous parliez de votre histoire, de l'histoire.
Et en préparant cette interview, vous me faites penser au philosophe Carl Jung, qui souligne que ce n'est pas ce qui est profondément personnel devient universel. N'y a-t-il pas, Nicolas, une part de personnel, n'est-ce pas, quand vous dirigez votre travail de directeur artistique? Est-ce que vous ne mettez pas d'une certaine manière votre patte humaine afin qu'elle devienne universelle? Ma patte humaine, c'est-à-dire un peu de ma personnalité? Votre personnalité, oui, c'est ça, exactement. Votre manière de voir les choses, votre regard sur le monde, votre... Je pense que j'instaure dans chacun de mes designs... Je pense que tous mes designs sont cohérents avec mes valeurs personnelles. Ça, c'est ce que je pourrais dire. Si je donne un exemple, par exemple, lorsque je dois faire un choix de mannequin pour des shootings photos, qu'il y a un panel de personnes, j'essaie d'être représentatif de la cible du client de façon la plus cohérente possible. J'essaye pas comme certaines marques font, d'édulcorer la réalité du monde. Voilà, je prends tout type de personnes, tout type de physique, dans la limite de la cohérence de la cible client. C'est un exemple comme ça. Non, c'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait de la vérité et là vous venez de parler de la réalité. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Vous parliez d'un shooting photo. La vérité ou la réalité des choses? Entre la vérité et la réalité des choses. Et quelle différence faites-vous? Je ne sais pas si c'est deux notions. Hein. Non, mais je ne sais pas si c'est deux notions comparables parce que finalement, c'est pas deux notions qui sont opposées. C'est deux notions qui peuvent se compléter. La vérité, c'est, je ne sais pas si on peut définir. Enfin, on doit pouvoir définir la vérité, mais quelle définition j'en donne? En fait, la réalité, c'est ce que je vois. La vérité, c'est ce qui se trouve derrière ce que je vois. Vous voyez, c'est la profondeur. Et donc, cependant, quand vous faites un shooting photo pour les marques, pour les mannequins, etc., vous voyez la réalité. Mais qu'est-ce que vous cherchez à montrer à travers les photos que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez à montrer? Je vais encore redire la même chose, mais c'est vrai qu'il y a un fil rouge à travers les valeurs du client, l'histoire. Il faut aussi que les personnes à qui on vend les produits se reconnaissent. Il faut qu'elles puissent s'identifier. Donc, on cherche aussi à créer une histoire, une image auquel les gens vont pouvoir s'identifier pour se reconnaître dans la marque. Il y a un engagement, il y a votre engagement. Jean-Paul Sartre, dans son ouvrage Qu'est-ce que la littérature, évoque l'engagement de l'artiste et sa responsabilité sociale. Alors ma question, Nicolas Landrieux, est la suivante. Pour vous, dans votre travail, quelle est votre responsabilité morale que vous cherchez à mettre en avant? Quelle est la responsabilité morale d'un directeur artistique? Je pense qu'il y en a une très 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 grande parce que le marketing formate beaucoup les esprits. Le marketing passe beaucoup de messages à la population et c'est vrai que c'est à travers les yeux des directeurs artistiques qu'on peut faire évoluer les mentalités sur beaucoup de sujets polémiques actuels. Voilà, on peut par exemple citer ce qui s'est passé au JO. Il y en a beaucoup qui ont adoré cette cérémonie, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout apprécié. Et je pense que les choix artistiques ont été faits par rapport aux valeurs de ce directeur artistique, par rapport à ce qu'il est, ce qu'il défend. Et voilà, c'est un très bon exemple pour montrer la responsabilité d'un directeur artistique au moment de faire une campagne qui va être vue par des millions de téléspectateurs. Dans le mot responsabilité, vous avez le mot réponse. Qu'attendent finalement les marques à travers votre travail? Quelle est la réponse que vous leur apportez? Les marques, elles veulent avoir une image qualitative. Elles veulent avoir une image qui inspire la confiance de leurs consommateurs. Et les marques veulent également vendre tout simplement. Quelle définition donnez-vous de l'image? C'est compliqué cette question. L'image, c'est une lumière, comme en photographie. L'image, c'est aussi une histoire racontée. L'image, c'est aussi avant tout une émotion, je dirais, une émotion transmise. Je pense que je peux donner ces trois mots.
pour définir l'image. Je trouve que le premier est bien. Vous dites une lumière. Est-ce que votre travail, Nicolas, n'est-il pas de mettre en lumière ce qui est assombri? Je dirais que c'est plutôt d'embellir quelque chose, de donner vie à quelque chose. Donner vie, c'est-à-dire? Donner vie, c'est... Ouais, vous prenez l'exemple par exemple d'un projet. Pour un entrepreneur, on parle toujours... les entrepreneurs parlent toujours de leur entreprise comme de leur bébé finalement. Et c'est vrai que les acteurs comme nous, les designers, on l'aide à donner vie à ce projet à travers l'image, à travers le visuel, à le faire grandir, à le faire évoluer, à lui donner du sens. Vous pensez que... Ah oui, à lui donner du sens. Et quel sens cherchez-vous à lui donner? C'est une question philosophique. En design, on essaye souvent... Comment je vais pouvoir vous décrire ça? Chaque choix graphique a un sens. Et chaque choix graphique doit induire son sens. Je ne sais pas si je suis très clair en disant ça, mais si on prend le cadre par exemple d'un site internet, quand on design un bouton, il faut que le design de bouton, les gens reconnaissent que c'est un bouton et les gens aient envie de cliquer dessus. On ne va pas faire un bouton qui ressemble à une porte. Voilà, c'est un peu d'ailleurs comme dans la vie de tous les jours. Une porte, ça doit pouvoir s'ouvrir. Les choix doivent être intuitifs et cohérents pour l'utilisateur. C'est intéressant, et vous parlez de choix. Il n'y a pas de choix sans liberté. Nicolas Landriot, dans votre travail de directeur artistique, quelle est la part de liberté que vous avez? Elle est d'un côté très grande et en même temps très renfermée. Le projet est cadré par un brief, le projet est cadré par des objectifs, et finalement la liberté s'arrête au moment où il n'y a plus de cohérence par rapport à ce brief et par rapport à ces objectifs. Donc tant qu'on reste dans ce cadre, je pense que je suis assez libre de faire mes choix, et dès qu'on perd ce cadre, là c'est là les limites de cette liberté. Mais alors les limites de cette liberté, est-ce que finalement, je pense aux publicités que vous pouvez faire pour les marques, en tout cas les mettre en lumière, finalement vouloir peut-être à un moment dépasser les limites, dépasser les limites sociétales, les normes sociales, n'est-ce pas aussi d'une certaine manière montrer que ce qui est parfois hors cadre, c'est ce qui permet encore plus de faire réfléchir la société? Là, on touche à un domaine beaucoup plus artistique, je dirais, et on sort un peu du cadre marketing dans lequel j'évolue. Il y a des directeurs artistiques qui sont beaucoup plus artistes que moi dans l'âme, d'ailleurs, qui ont des activités très artistiques à côté, ils peignent, voilà. Moi, je reste quand même dans un cadre beaucoup plus de communicant et beaucoup plus de marketeur. Quelle définition donnez-vous de la communication? La communication, je pense que c'est faire transmettre un message, et les émotions, ça dépend dans quel cadre aussi où on évolue, mais oui, je pense que c'est ces deux points. Comment faites-vous passer des émotions? Est-ce que vous faites passer vos émotions à travers votre travail de directeur artistique, ou vous tentez d'une certaine manière de faire passer les émotions de la marque qu'il faut... Tout est centré autour de la marque et du client de la marque. Donc voilà, toute la réflexion, elle est articulée autour de ces deux acteurs. Qu'est-ce que la marque veut transmettre comme message, et ces messages sont définis par, au final, qu'est-ce que la cible de la marque veut. Donc comment faire transmettre des émotions à travers un design? On étudie beaucoup la cible, on étudie beaucoup ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin. Et à travers tout ça, voilà, on connaît ce qu'on appelle notre persona, et on parle à notre persona avec ses mots, avec sa vie, avec son vécu, et c'est là-dedans qu'il va se reconnaître et ressentir des émotions. Persona, c'est-à-dire? Alors, persona, c'est un terme technique en marketing qui désigne une personne qui représente votre clientèle type. D'accord. Alors en parlant de personnes, on parle d'humains, on parle d'hommes. J'aime beaucoup le Malraux, notre ami Malraux, qui souligne « L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Nicolas Landriot, qu'est-ce qu'un homme? Quelle définition donnez-vous de l'homme? Quelle définition je donne de l'homme?
Je pense que l'homme est un penseur, je pense que l'homme est quelqu'un qui aime évoluer. L'homme, avec un grand H évidemment, l'homme est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui est très curieux de son environnement et qui veut toujours avancer. Est-ce votre cas? En quelque sorte. Moi, c'est plus... c'est pas forcément des réflexions philosophiques ou sur la vie, mais dans ma vie, je veux toujours avancer. Oui. Vous êtes fondateur de votre propre studio. Quelles sont les valeurs que vous incarnez au sein même de votre studio et que voulez-vous transmettre? Il y en a plusieurs. Je pense que j'en ai une principale en termes de travail, c'est quand même la recherche d'excellence et le sens du détail. Pour moi, ça c'est très important. J'ai souvent des discussions assez houleuses avec les équipes pour que tout soit au mieux pour le client. Et sinon, je pense que c'est plutôt des valeurs humaines quand même. La bienveillance, c'est très important. Travailler dans une bonne humeur. Voilà, toujours le côté solaire, le côté positif. Moi, c'est très important de ne pas avoir un climat tyrannique au travail. Donc, je choisis mes prestataires, mes partenaires, mes employés sur un feeling émotionnel comme ça, entre autres, oui, au-delà des compétences. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand vous recrutez une personne, quel est votre premier... Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Ce qui compte le plus pour moi, c'est vraiment le feeling que j'ai avec la personne. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs de travail? Est-ce qu'on a la même vision aussi pour le business? C'est très important parce que c'est les points qui peuvent après éclater. Et je pense que je préfère avoir de prime abord quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins compétent et on va se former l'un et l'autre, on va s'apprivoiser ensemble, puisque de toute façon les valeurs vont concorder, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va être le meilleur dans son domaine et oui, les valeurs ne matchent pas du tout. J'ai déjà eu ce cas-là et c'est plus compliqué. Ce qui est intéressant dans votre travail, Nicolas Landriot, c'est que je voudrais faire le lien entre votre travail et le pouvoir. Vous êtes d'une certaine manière l'ambassadeur de la marque que vous représentez à travers ce que vous faites pour elle, de la mettre en lumière, de la mettre en valeur, etc. Mais Nicolas, l'art finalement, peut-il être une forme de résistance au pouvoir ou est-il inévitablement récupéré par lui? L'art est une forme de résistance au pouvoir. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, en tout cas vous avez terminé une promotion, une publicité pour telle ou telle marque, vous sentez-vous... Quelle est votre place? Quel pouvoir vous sentez-vous que vous avez? Parce que c'est quand même grâce à vous que la marque peut être encore plus connue, embellie, etc. Oui, tout à fait. C'est compliqué à décrire comme sentiment. C'est très compliqué. C'est de la fierté, d'une part. C'est un peu... Voilà, c'est... J'aime, je pense, aider les marques à atteindre leurs objectifs. Et ma place est finalement une place de... Comment on pourrait dire ça? Quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous tient par la main. Parce que la plupart de mes clients savent où ils veulent aller, mais ils ne savent pas vraiment comment faire. Moi, je suis là plus pour leur montrer le chemin, leur bâtir certains éléments sur le chemin. Et au final, c'est une co-création. Parce que le client me guide aussi beaucoup dans ma réflexion. Et j'aime travailler de pair avec lui pour arriver à un résultat satisfaisant. Vous marchez avec les marques qui vous demandent. Aujourd'hui, Nicolas, quel est le regard que vous avez sur la société, je dirais dans cette société de consommation dans laquelle nous sommes? Quel regard et comment votre travail permet-il d'être au service de la société de consommation ou de lutter contre elle? Je pense que tout passe à travers les messages qu'on transmet dans nos campagnes. Voilà, quel est le choix des modèles, quel est leur physique, le choix des couleurs, le storytelling qu'on met dans la marque, l'histoire qu'on raconte. Ça peut mettre des nouveaux
Ça peut permettre de mettre en place des nouvelles normes dans la société ou d'en casser d'autres. Donc... Alors lesquelles? Mettre des nouvelles et en casser. Casser lesquelles? Si on prend un cas concret, il y a quelques années dans la mode, on voyait pas de mannequins ronds, on voyait très peu de mannequins noirs. Voilà, il n'y avait pas forcément de couple. Par exemple, on va faire une pub pour un acteur du grand public. Les couples, c'était des couples très hétéronormés, plutôt caucasiens de type. Aujourd'hui, si on fait le choix de prendre des asiatiques, de prendre des personnes plus arabes ou typées africaines, ou bien si on fait le choix de prendre des couples soit de lesbiennes, soit d'homosexuels gays, ça véhiculera pas les mêmes messages que si on reste dans les codes du passé. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, votre travail, est-ce qu'à travers votre travail, finalement, je me permets de reposer la question parce que ça m'intéresse au niveau sociologique. Votre travail en tant que directeur artistique est-il je dirais, de servir l'humanité comme elle est, ou au contraire, non pas de la servir, mais de la servir en l'interrogeant? Alors c'est vraiment très drôle que vous me posiez cette question aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut citer des marques dans votre interview. En ce moment, il y a un énorme débat sur les réseaux sociaux sur le rebranding de la marque Jaguar. J'en parlais beaucoup avec des collègues dans le métier. Et voilà, cette marque a fait des choix dans leur nouvelle campagne qui sont très wokistes, je trouve. C'est pas quelque chose de péjoratif du tout, et c'est pas forcément quelque chose non plus de très positif. Pour reboucler sur votre question par rapport à ce que je dis là, c'est juste que une marque a une certaine ADN de marque. Voilà, elle vient de quelque part, elle a des valeurs, elle a une cible, comme je disais. Et je pense qu'il faut savoir doser. C'est-à-dire que moi, mon rôle, il n'est pas d'imposer des choses à la société. Mon rôle est peut-être d'ouvrir les yeux à la société sur certains messages importants. Voilà, la tolérance, le fait qu'on vit tous en communauté. Il n'est pas non plus de forcer les mentalités à évoluer trop vite, et il faut surtout respecter l'ADN de la marque telle qu'elle est. Donc voilà, savoir doser, ne pas s'enfermer dans des anciens codes qui ne sont plus d'actualité, ne pas non plus aller dans l'extrême opposé en mettant des couleurs partout, si je peux dire ça comme ça. C'est intéressant. Et aujourd'hui, quelles questions vous vous posez sur votre propre travail? Les questions que je me pose sont principalement liées à l'évolution rapide du digital. Il y a des acteurs comme l'intelligence artificielle, les nouvelles façons de communiquer sur les réseaux sociaux qui sont arrivées très vite. Et finalement, on a à peine le temps de se former à ces nouvelles façons de communiquer, qu'il y en a une autre qui est arrivée, ou que celles qu'on a commencé à voir ont déjà évolué. Donc les questions que je me pose, c'est vraiment à quel point on va réussir à l'avenir à se mettre à jour sur tous ces outils pour rester à la page et pas perdre le fil. En parlant d'intelligence artificielle, ne pensez-vous pas que l'IA un jour remplacera votre métier dans le digital, puisque vous travaillez dans la communication digitale? Moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. Je ne pense pas que dans mon métier, l'intelligence artificielle va nous remplacer. Aujourd'hui, on en est à un stade où il faut toujours un cerveau derrière pour réfléchir, apporter le concept, l'histoire, la cohérence. L'IA n'est pas encore capable de le faire. Je pense que très vite, elle sera capable de le faire, de faire vraiment l'ensemble. Mais je pense que l'IA deviendra un moyen parmi les autres. Parce que même si aujourd'hui l'IA peut faire des belles photos et demain elle sera capable probablement de faire des photos aussi réalistes qu'une photo, ou un rendu 3D, ou un site internet. Voilà, aujourd'hui il y a plusieurs façons de faire un site internet, il n'y en a pas une qui en remplace une autre. C'est pareil pour faire des visuels, on peut choisir entre la photo, la vidéo, la 3D. Mes clients ont chacun leur choix, leur préférence, et je pense que l'IA devient juste un moyen en plus de réaliser une communication. La première fois que vous avez utilisé l'IA dans votre métier, n'avez-vous pas eu peur qu'elle vous apprenne des choses? Je ne dirais pas que j'ai eu peur de ça, je dirais que c'est une très bonne chose. Je suis notamment en train de me former dans des concepts marketing un peu plus poussés en ce moment.
Et je Lesquels, par exemple? Lesquels? Tout ce qui est acquisition, SEO, voilà, Google Ads, Social Ads, je sais pas, le tunnel de conversion, enfin voilà, qui sont importantes. Et je brainstorm beaucoup avec ChatGPT, et fort de toutes les vidéos et des livres que je lis, je l'enrichis en lui donnant des exemples de noms à suivre ou à lire. Et lui, par ses réponses, m'enrichit. Parce qu'en lisant ce qu'il me dit, en fait, ChatGPT se nourrit de la réflexion que j'ai par rapport à ce que j'ai appris, mais lui exécute. Et c'est vrai que moi, je suis capable d'avoir une réflexion cohérente, mais j'ai besoin de lui pour faire une exécution beaucoup plus percutante. Et c'est vrai qu'à deux, on arrive à un résultat beaucoup plus intéressant. Donc on s'apprend, je pense, l'un l'autre. Oui, mais est-ce que ChatGPT a du cœur? Je pense qu'il va savoir le mimer, mais je pense pas qu'il ait du cœur. Après, moi, je fais partie de ces personnes qui aiment bien lui dire bonjour, au revoir, merci. Je sais que parfois, certains sont plus directifs et d'autres beaucoup plus doux. Voilà, moi, je suis dans la team de ceux qui lui parlent comme un être humain. Ah oui, mais c'est... Luc de Clapier, marquis de Vauvenargues, souligne: les grandes pensées viennent du cœur. Et c'est pour ça que je vous pose la question sur le cœur. Finalement, est-ce que vous dites, vous parlez à ChatGPT comme un humain, voilà, vous êtes dans la team un peu plus douce et moins directive que les autres. Finalement, aujourd'hui, ne faut-il pas être une force tranquille? Vous définissez-vous comme une force tranquille pour avancer, pour vos projets et surtout pour essayer de rester à la hauteur des exigences de la société? Oui, je pense que je suis plutôt du côté des forces tranquilles. J'y vais méthodiquement, j'y vais avec réflexion. Je suis pas du genre à provoquer des conflits ou à rentrer dans les personnes. Moi, j'aime bien le dialogue et la réflexion avant tout. C'est ce que vous faites dans votre métier, Dans mon métier, dans ma vie personnelle. C'est le plus important. Alors peut-être une dernière question. Avant-dernière question. Avant-dernière question. Sur la morale. Je vous repose la question sur la morale parce que c'est une de mes spécialités, en philosophie en tout cas. Quelle est la part éthique que vous avez à travers votre travail de directeur artistique? Une question très difficile, ça. La part éthique. Je vais réfléchir un petit peu. Oui, je pense, bref, c'est un peu ce dont on a déjà discuté. Je pense que la part éthique, je ne dois pas imposer. Déjà, je ne dois pas mettre mes convictions personnelles dans les communications de marque. Ça n'a pas lieu d'être. Je pense que je n'ai pas non plus à imposer à la société des façons de penser quelles qu'elles soient. Et voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a un ADN de marque, il y a une cible. On peut véhiculer certains messages qui sont importants, on peut faire avancer la société dans une bonne direction, mais on n'est pas là pour faire non plus de la politique et pour imposer trop de choses aux gens. Donc voilà, faut rester un peu respectueux de la liberté de penser de chacun et voilà. Ma dernière question, je voudrais la prendre à Nietzsche. Nietzsche, sa grande phrase qui l'a fait entre autres se connaître, même s'il est très connu, deviens ce que tu es. Et moi, je voudrais inverser cette citation de Nietzsche. Nicolas, je voudrais vous poser non pas vous dire devenez ce qui vous êtes, mais qui voulez-vous devenir? Cette question, j'y pense chaque jour. Hein. J'y pense chaque jour parce que j'ai des objectifs très précis dans la tête. J'ai une vision très précise d'où je veux arriver et je me bats vraiment tous les jours pour y arriver. Qui je veux devenir? Je veux devenir quelqu'un. Enfin, je ne veux pas dire que je veux devenir quelqu'un d'heureux parce que je suis déjà très heureux dans ma vie, mais heureux, libre, entouré d'amour. Je pense que c'est le plus important. C'est ce que je m'efforce chaque jour de trouver. C'est pour ça que je me bats chaque jour. Et voilà, je pense que je suis déjà bien dans ces valeurs-là, mais je pense que je peux faire encore mieux. Donc.
C'est ce que je vous souhaite en tout cas, vraiment, c'est ce que je vous souhaite plus profondément. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Nicolas. Merci beaucoup. Bon courage pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Merci ciao, à tous. Ciao. Au revoir.